On va passer à la partie économie maintenant. Mm. J'aimerais que vous nous parliez un peu du colbertisme. Et est-ce que vous considérez que c'est le système économique français par excellence et le plus adapté à la France? C'est pas uniquement adapté à la France, si vous voulez. À un moment, il faut raisonner sur des sources sérieuses. Relisez Michel Villet, qui est un auteur injustement oublié. Il rappelait les règles de la disputatio au Moyen-Âge. Quand on se disputait, on faisait d'abord une liste des sources aptes dans la discussion. Donc à un moment, il faut éloigner, disons, toutes les mouches de l'école, disons, même pas de l'école, si vous voulez. La plupart des libéraux valent beaucoup mieux que ça intellectuellement. Je pense à Hayek particulièrement. Mais tous les, disons, faut éviter le niveau café du commerce, du libéral bien con, qui vous dit ah oui, moi je me suis fait tout seul. Non, tu t'es pas fait tout seul. Tu t'es fait dans un environnement légal qui t'a protégé. L'être humain n'est pas fait pour se faire tout seul. Simple. Or, en langue française, et j'y reviens parce que d'ailleurs c'est un de mes amis qui participe à Perspective Libre, il y a quand même les écrits, à mon avis, et pas d'ailleurs qu'à mon avis, vu qu'il a eu le prix Mundal d'histoire du développement, l'un des plus grands historiens de l'économie factuelle et de l'histoire de la pensée économique, qui est Eric Reinert. Bon. En réalité, ce que nous on appelle colbertisme, ou ce que d'autres appellent état stratège, qui a porté des tas de noms dans différents pays, c'est le développement auto-centré. Tous les pays au monde ont eu un développement auto-centré. À une exception. Une seule, Singapour. Je ne veux pas manquer de respect à aucun Singapourien. Mais premièrement, Singapour est une interface, c'est une sorte de banque sur l'eau. Je ne dis pas que c'est pas un vrai État. Je dis qu'elle a d'abord été la voie d'échange du sud-est asiatique. Ce qui est un fait. Et même d'ailleurs plus que du sud-est d'ailleurs. C'est un fait, ça. C'est avant tout une place d'échange et une place financière, Singapour. On est bien d'accord? Bon, bien. Or, les États, eux, dans leur majesté, se développent de manière auto-centrée. Ils se développent par des stratégies. Ils font parfois des guerres économiques, comme Saint-Louis en avait fait contre les... on avait fait contre les places marchandes qui étaient concurrentes des places françaises. Il fait des guerres économiques, déjà, pour les asphyxier. Ça a réussi d'ailleurs. Bon. Si vous voulez, il faut avoir une chose, c'est que un État met un dispositif institutionnel à l'usage de sa population qui, à partir de ça, disons, crée de l'emploi et de la richesse. Mais les conditions de base du développement sont posées par la structure publique, toujours. Pour une raison qui est simple. Même celle des grandes fortunes privées. Les grandes fortunes privées, pour la plupart, ils viennent d'où? En France? Lagardère, ça vient d'où? Dassault, ça vient d'où? Bouygues, ça vient d'où? Infrastructure, défense? Bon, ok. Secteur régalien pur. Si vous voulez, le colbertisme est aussi une gestion de la frontière et des droits de douane que tous les pays ont fait, que la Chine a fait, que les États-Unis, puissance protectionniste s'il en fut, et s'il en est encore d'ailleurs, sur bien des points, a fait, que l'Angleterre a fait. Le mythe de l'Angleterre se développant par le libre-échange, il faut, si vous voulez, aucun historien britannique n'y croit. On parle toujours des fameux Corn Laws, de l'abolition des Corn Laws, qui serait le symbole du libre-échange. Il faut arrêter. C'est le libre-échange appliqué aux autres. C'est le libre-échange appliqué aux autres. Parce que, en réalité, ce qui a fait que l'Angleterre a voulu utiliser le libre-échange comme arme, c'est quoi? C'est la Royal Navy, tout simplement. Quand vous maîtrisez les mers, oui, vous pouvez faire du libre-échange aux autres. On appelle ça du pillage, d'ailleurs.
qui est typique des guerres de l'opium, pure guerre de libre-échange. Mais ça n'a pas été les seuls. Une autre grande guerre du libre-échange, qui est la guerre de sécession aux États-Unis. Parce que quand vous voulez forcer des peuples à faire du libre-échange, parfois vous êtes obligé de les abattre. Donc, si vous voulez, c'est un système qui permet le développement. Ensuite, chaque pays l'assouplit plus ou moins. En réalité, le commerce, finalement, ne profite que quand vous avez des niveaux de développement très 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 proches. Je vous donne un exemple. On dit le marché commun, un marché à 6. C'est à la fois vrai et faux. Parce qu'en réalité, il n'y avait plus de protection tarifaire, mais il y avait toujours les protections non tarifaires. Ça a été une petite guerre des normes. Point. On changeait tout. L'Angleterre avait changé son voltage d'ailleurs. Quand elle est entrée dans l'Union. Ça, vous avez arrivé, vous voulez déménager à Londres, vous devez tout vous racheter. C'est ça une guerre des normes. C'est normal. Le libre-échange, comme il y a un homme qui est injustement oublié, qui est Paul Béroc. Victoire et déboire, donc qui est une des histoires économiques les plus lourdes, hein, attention, c'est pas Jeune et Joli. Hein. C'est 3 tomes de 800 pages chacun, je crois. Mythes et paradoxes de l'histoire économique. Bon, voilà. Comme Maurice Allais le disait, le libre-échange ne crée pas de richesse. Pas en soi. Un échange délaissé de certaines rigueurs en termes de protectionnisme un peu trop raide, avec des pays de même niveau de développement, oui. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'écart, quoi. C'est-à-dire déjà, du libre-échange entre la France et la Pologne, c'est déjà une catastrophe. Alors entre la France et la Chine, c'est évidemment une catastrophe. Et en parlant de libre-échange, est-ce que vous croyez, comme certains libéraux l'assènent toute la journée, que le marché peut se réguler par lui-même sans aucune contrainte étatique qui justement serait... Pour eux, la contrainte étatique, c'est justement ce qui fait que le système va mal aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors là, je vais me permettre d'y revenir parce que c'est drôle, c'est très lié à l'homme sans lien. Au dernier numéro de la revue, d'ailleurs, à la conférence que j'ai donnée dessus, qui va bientôt être disponible. En réalité, toute structure humaine est fondée sur l'incomplétude. Nous avons toujours, chaque système social a besoin d'un fait qui lui est extérieur pour fonctionner. L'homme n'est pas parfait en lui-même, et la société n'est pas parfaite en lui-même, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé entre autres la transcendance et la religion. Pour solidifier les sociétés. Bon. Nous sommes allés chercher quelque chose qui ne nous était pas naturel. Le marché, c'est la même chose. Le marché n'est pas un système parfait. Pour une raison qui est très simple, et ça c'est très drôle, pour des gens qui adorent l'économie scientifique et mathématisée, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des écoles libérales, ils ont un problème avec l'économie informationnelle, qui date pourtant des années 70. 70-80, les articles de Stiglitz, pour lesquels il a eu le prix Nobel d'ailleurs. En réalité, l'information. Il faut savoir que le marché pur et parfait, de la concurrence du même nom, vieux mythe 19e, qui était fondé sur une chose, qui était fondé, comme l'ancienne physiocratie, qui est l'ancêtre des libéraux économiques français, sur l'observation de la nature. En réalité, c'est du naturalisme. L'économie est un tableau, comme la nature, et qui donc doit être parfait. Un tableau à 2 entrées, où tout correspond. Ok. Or, dans les conditions de cette concurrence pure et parfaite qui fait le marché optimal, il y a l'information parfaite. L'information parfaite, c'est quoi? C'est une information qui est transparente à la totalité des agents et qui leur arrive dans les mêmes termes compréhensibles et en même temps qui permet à la rationalité de l'agent, autre grand mythe 19e, retrouvé par les courants libéraux dans les années 80 au moment du consensus de Paris d'abord et de Washington ensuite, qui ont été de très grosses erreurs qu'on a fait payer aux pays en développement et qu'on a fait payer à la Russie. Ce qui explique aussi qu'un homme comme Vladimir Poutine aujourd'hui n'ait pas envie qu'on lui apprenne ni l'économie ni quoi que ce soit d'ailleurs, vu ce que ça a fait à son pays.
ça parle à la rationalité de l'agent, vu que l'agent est toujours rationnel, en économie libérale d'ailleurs. Ça aussi, ça a été bousillé il y a longtemps. Tout ça, ça n'existe plus doctrinalement. Or, il n'y a aucune information parfaite sur un marché. Elle ne peut pas arriver en même temps et dans les mêmes termes et être comprise au même niveau. C'est-à-dire, ça suppose que aussi tous les agents aient une parfaite conscience de leur discernement. C'est-à-dire, au-delà d'être toujours rationnel, ils doivent avoir toujours le niveau intellectuel pour comprendre l'information. Ça fait beaucoup de si, hein. Ça fait beaucoup de si quand même. Or, sans cadrage institutionnel, et ça, c'est là où aussi il y a une bêtise, pas du libéralisme en soi, mais de la vulgate libérale. Parce qu'il y a des grands auteurs institutionnalistes libéraux. Hayek, par exemple. Le Hayek de la jeunesse. Parce que bon, le Hayek de la vieillesse vaut quand même pas grand-chose, parce que bon, avant tout, il écrivait pour les journalistes à la fin. Donc il était dans une sorte de surenchère madeleiniste avant la lettre, quoi, bon, qui témoignait d'une sénescence avancée. Or, le grand problème, c'est il faut penser l'institution. C'est la grande leçon d'Eric Reinert, par exemple. C'est pas la bonne économie qui fait la bonne institution, comme l'a cru les Lumières, le doux commerce de Montesquieu, et toutes ces conneries. C'est la bonne institution qui fait la bonne économie. Voilà. Ensuite, le gros problème, c'est que... Le gros problème, si vous voulez, c'est qu'à un moment, il faut le reconnaître. L'histoire des idées nous entraîne vers l'affect. Nietzsche nous apprenait que derrière les émotions, que derrière les idées, il y avait des affects. Et en réalité, moi j'aime un système économique comme le colbertisme aussi pour le type d'homme qu'il crée. Il crée des ingénieurs d'État, des gens qui sont capables de faire vivre ensemble des millions de gens, ce qui n'est pas donné à n'importe qui, ce qui déjà mérite une grande réflexion, de se dire, on va arriver à faire vivre ensemble tous ces gens-là. Et ça, ce n'est pas rien. Or, je préfère ça à un laisser-aller marchand, qui nous donne la société obèse et décadente d'aujourd'hui, quoi. Une société boursouflée, comme dit très bien mon ami Olivier Ray. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui, enfin pour ce mois-ci, parce que j'invite nos lecteurs à nous rejoindre le mois prochain pour un prochain entretien. Avec plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, Pierre-Yves Rougeron, pour cet entretien très instructif. Merci. Et je rappelle aussi la parution de la dernière revue Perspective Libre, L'Homme sans lien, qui est donc disponible sur le site perspectivelivre.com .com et cerclearistote.com. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.